Imaginez que votre mère devienne votre pire cauchemar. Ils vont terminer le travail qu'ils ont commencé sur moi. Cela signifie qu'ils travaillent sur moi maintenant avec la sorcellerie. Celle même qui évoque l'amour inconditionnel, la protection, le premier refuge contre les peurs du monde, ne soit rien pour vous qu'une malédiction. Celle qui vous a donné la vie conspire méthodiquement à vous la reprendre. C'est ce qui arrive à ce jeune homme de 27 ans, Chibueze Junior, qui a dû fuir sa mère dans son pays natal, le Nigeria, pour une terre qui lui est inconnue, juste pour sauver sa vie. Ces voix n'étaient pas si fortes, trop dérangeantes. Après cette période, je ne pouvais plus me concentrer. Je ne pouvais même pas lire un livre. Lire et comprendre est très difficile à cause de ces voix. Cela a vraiment affecté ma vie totalement. L'histoire de Junior n'est pas une simple dispute familiale. C'est le témoignage glaçant d'un fils que sa propre mère a tenté de détruire, corps et âme, par les moyens les plus obscurs. J'ai commencé un salon de coiffure pour hommes. Cela a échoué. Puis, j'ai commencé un élevage de poissons. Cela a échoué. Ensuite, j'ai commencé un business de supermarché. Avec ce business, j'ai pu acheter un terrain et une voiture. Le business de supermarché a aussi échoué. J'ai alors ouvert un salon de coiffure pour femmes. Plongez avec nous dans l'enfer vécu par un homme pour qui le mot « maman » est synonyme de sorcellerie, de terreur et de trahison absolue. J'ai dit à ma mère que j'entendais encore ces voix. Elle a dit qu'il les utilisait pour réinitialiser mon cerveau. Pourquoi? Pourquoi une mère ferait cela à son propre fils? Sa mère est-elle réellement derrière son sort? Écoutez son histoire jusqu'à la fin pour comprendre les raisons qui pousseraient un fils aîné et sa mère à se souhaiter le pire que le pire lui-même. My name is Chibueze Odichukwuma, so I'm here to share my experiences. Je m'appelle Chibueze Junior Odichukwuma. Je suis ici pour partager mes expériences avec la sorcellerie. J'ai grandi à Lagos, au Nigeria. Je viens d'une famille divorcée. Mon père s'est occupé de moi et de ma jeune sœur. Il nous a emmenés à l'école primaire, puis au pensionnat. Et puis il n'a plus eu les finances pour nous envoyer à l'université. À ce moment-là, ma mère et son frère aîné nous ont pris à mon père. Quand je dis « nous », je parle de moi et de ma jeune sœur. Nous ne sommes que deux. Notre enfance était amusante avec notre père. Il nous donnait la liberté de jouer avec les autres enfants. Je me souviens quand on faisait rouler des pneus. C'était tellement amusant. Mon père nous enseignait les pays du monde et leurs capitales. C'était un homme instruit. Mes parents se sont rencontrés à la banque. Mon père était directeur. Il l'a invité à sortir. Quand ma mère m'a accouché, mon père n'était pas là. Il était en voyage d'affaires. Ma mère et son frère nous ont pris parce que mon père n'avait pas d'argent. J'ai commencé à vivre avec cet oncle. Vivre avec cet homme était un enfer sur terre. Je devais lui chercher de l'eau. Ils avaient 5 enfants et d'autres invités dans la même maison. Nous étions tous entassés dans un 2 pièces. On me criait dessus, on me méprisait. Ma sœur cadette était devenue la favorite. J'étais considérée comme la brebis galeuse. On s'en prenait toujours à moi, peut-être parce que je ressemblais à mon père. Loin de l'image de la mère sauveuse, l'arrivée de Chibueze Junior chez son oncle marque le début d'un calvaire. Réduit à l'état de domestique, méprisé, il devient le souffre-douleur de la maison. J'ai découvert que je ne pouvais plus rester à cet endroit.
J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas y rester, j'avais 15 ou 16 ans. Cet endroit était hostile. Ma mère a dit que si je ne pouvais pas rester, je devais retourner chez mon père. Elle a dit que je pouvais aller dans la rue. Un jour, la femme de l'oncle m'a crié dessus. Elle m'a dit d'aller faire mes bagages. J'ai fait mes bagages cette nuit-là et je suis parti. Je n'avais nulle part où dormir. J'ai dû dormir sous une voiture avec mes affaires. Le lendemain, mon père est venu de loin me chercher. Ma mère m'a rappelé, disant que je ne devais pas aller chez l'oncle. Je devais aller dans un autre lieu de sa famille. Je suis allé là-bas et j'ai aimé vivre avec cette femme. Je faisais tout pour elle. Ma sœur cadette nous a rejoints. Quand on vit chez un parent, ma mère envoyait de l'argent de poche. Mais hélas a commencé à envoyer de l'argent pour une seule personne. C'était pour ma sœur cadette, pas pour moi. Elle n'a jamais envoyé d'argent pour s'occuper de moi. Cette femme me nourrissait encore. Je me souviens d'une occasion où cette femme a voyagé. Je suis resté avec sa fille. Cette fille a refusé de me donner à manger pendant 4 jours. Pendant 4 jours, je n'ai mangé que des biscuits. Je les rangeais sous mon oreiller. C'est ce que j'ai mangé. Cette femme a conseillé à ma mère de nous remettre à l'école. À ce moment-là, nous avions arrêté l'école. Imaginez une femme conseillant à votre mère quoi faire pour vos enfants. Pourquoi ne mets-tu pas tes enfants à l'école ? Elle a dit d'accord. Elle a trouvé une école pour ma sœur en dehors du Nigeria. J'ai été admis dans une autre école dans ce même pays. Je suis allé dans ce pays pour étudier tout seul. Cette période d'école a été très difficile. Ma mère refusait de m'envoyer de l'argent. J'ai commencé à vivre dans une chambre avec 7 garçons. Des garçons que je ne connaissais de nulle part. J'ai commencé à faire des petits boulots comme nettoyer les sols d'hôtel. À un moment donné, j'ai transporté des cadavres. J'ai commencé à transporter des cadavres en République du Bénin. C'est là que se trouvait l'école. Je l'ai fait pour payer mes frais de scolarité, juste pour obtenir mon diplôme. Je n'ai jamais dit ça à personne. Jeté à la rue, puis livré à lui-même, Junior fait preuve d'une résilience hors du commun. Mais chaque fois qu'il se relève, qu'il construit quelque chose, une main invisible semble tout faire pour le faire trébucher. Heureusement pour moi, nous remercions Dieu, j'ai pu obtenir mon diplôme. J'ai même quitté le pays avant ma sœur. Ensuite, je suis parti pour mon service national de la jeunesse. C'est un programme du gouvernement nigérian pour les diplômés. Je l'ai fait avec succès et j'ai travaillé dans une école. Le propriétaire de l'école m'a gardé. J'ai travaillé pour elle encore 1 an, ce qui fait 2 ans en tout. Ensuite, je suis parti pour créer ma propre entreprise. J'ai commencé un salon de coiffure pour hommes. Cela a échoué. Puis, j'ai commencé un élevage de poissons. Cela a échoué. Ensuite, j'ai commencé un business de supermarché. Avec ce business, j'ai pu acheter un terrain et une voiture. Le business de supermarché a aussi échoué. J'ai alors ouvert un salon de coiffure pour femmes. Ma mère m'a contacté après de nombreuses années. Elle ne me parle pas pendant 4 à 6 ans. Puis elle m'appelle après 6 ans. Ensuite, elle disparaît. Après mes études, 6 ou 7 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation. Puis elle m'a appelé pendant que je faisais mon salon. Son appel est arrivé à un moment très étrange de ma vie. À ce moment-là, mon ex-petite amie que j'avais fréquentée pendant 7 ans
a rompu avec moi. Elle a épousé un autre homme. Et elle est partie avec certaines de mes marchandises du salon. C'est une fille que j'avais aidée dans ses études. À ce moment-là, je voulais mettre fin à mes jours. Ce jour-là, j'avais écrit une note de suicide sur Facebook et je l'avais postée. Je voulais en finir. C'est alors que ma mère m'a appelé et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué. Je ne savais pas qu'il me surveillait déjà. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle faisait. Le premier jour où j'ai vu ma mère, je ne l'aimais pas. Il y a quelque chose à propos de l'esprit humain. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous ne l'aimez pas, n'essayez pas de l'aimer. Elle m'a appelé au moment où je voulais me suicider. Elle a dit que nous allions travailler ensemble pour qu'elle m'emmène en Europe. J'ai dit « D'accord ». Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent, mais que je devais vendre ma voiture. Je lui ai dit que j'avais une voiture. Elle m'a demandé dans quel pays je voulais aller. J'ai dit Dubaï. J'avais un ami qui était allé à Dubaï et qui s'en sortait bien. J'ai vendu ma voiture et j'ai fait mon visa. Je devais faire authentifier mon diplôme au ministère. Il n'y avait pas d'argent pour ça. J'ai emprunté de l'argent à des gens. Elle a dit que, puisque j'avais un terrain, je devais le vendre. J'ai dit d'accord. J'ai vendu le terrain. J'ai remboursé ces gens. Puis je suis allé de ministère en ministère. Après avoir tout terminé, je rentrais chez moi d'Abuja à Lagos. Je devais décoller de Lagos pour Dubaï dans 2 semaines. En revenant à Lagos, j'ai eu un accident grave. J'ai eu un accident qui a presque brisé ma jambe. Mon os a été coupé en 2. J'ai dû rentrer à la maison. J'ai appelé ma sœur sur les lieux de l'accident. Elle n'a pas répondu. J'ai dû appeler ma vendeuse pour qu'elle appelle ma sœur. C'est alors que ma sœur a répondu et a réservé un taxi. Je suis rentré à la maison. Ma jambe était cassée. Je ne pouvais pas marcher. Je suis resté à la maison pendant presque un mois. Ma sœur essayait de s'occuper de moi. Finalement, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin a dit que j'aurais dû venir plus tôt. Ils ont dit qu'ils devaient l'amputer. J'ai dit non. Il a dit de laisser la jambe pendant 8 mois. Elle guérirait. J'ai guéri sans l'aide de ma mère. Seulement moi, avec mon argent. Le cauchemar franchit une nouvelle dimension. L'oppression psychologique laisse place à une terreur surnaturelle. Les bruits inexplicables, les voix hostiles qui s'immiscent dans ses pensées, les objets qui disparaissent. Junior est la cible d'une persécution invisible. Un jour, un de mes amis, Fisayo, m'a appelé. Il a dit qu'il avait une maison à me montrer. La maison n'était pas bonne. L'environnement n'était pas bon. La maison était trop petite pour moi. Un autre ami m'a appelé et m'a emmené voir cette même maison. J'ai dit, je suis déjà venu ici. Cette maison n'est pas bonne. Un 3e ami m'a appelé et m'a encore emmené voir cette même maison. Je me suis dit, pourquoi vous tous m'emmenez-vous dans la même maison? Je n'aimais pas cette maison, mais c'était le 3e. Peut-être que je devais la prendre. J'ai pris la maison. Ce fut le début de mes épreuves et tribulations. D'abord, quand j'ai emménagé, j'ai entendu des coups forts, comme si quelqu'un courait sur le plafond, des coups très forts. Avec cette force, le plafond aurait dû s'effondrer. Avec le temps, des objets ont commencé à disparaître de ma maison. Des objets disparaissaient mystérieusement, mes chargeurs, mes parfums, des choses que je ne sortais pas habituellement. Pendant cette période, je ne parlais à personne. Il n'y avait pas de réseau sur mon téléphone. Puis j'ai commencé à entendre des voix. J'ai commencé à entendre ces 4 voix. Puis, j'ai commencé à entendre des coups de feu.
Quand je marchais dans la rue, j'entendais des coups de feu. Je me demandais ce qui se passait. Je devais déménager. Je suis parti dans une autre maison dans le même quartier. J'ai continué à vivre la même chose. C'était la 3e maison en 1 an. J'ai déménagé ailleurs et j'ai vécu la même chose. À ce moment-là, je ne pouvais pas manger, je ne gagnais pas d'argent. J'ai décidé de vendre certaines de mes propriétés pour manger. Je vendais mes propriétés pour déménager. Je déménageais dans une autre maison, dans un autre quartier. Je vivais toujours la même chose. J'entends toujours ces voix. Même maintenant, en faisant cette vidéo, j'entends ces voix. Elles essaient d'envahir mes pensées. Elles essaient de déstabiliser mon esprit. J'ai vendu mes propriétés pour manger. Puis j'ai décidé que je devais m'éloigner de cet endroit. C'est le début de mes déménagements. J'ai déménagé dans un autre État, Ibadan. Je restais chez un ami. Je vous jure, ces voix, une voix masculine dominante, une voix d'homme grave, une voix très en colère, méchante, hostile. Quitté la maison de mon ami. J'ai contacté un agent et trouvé un autre appartement. De là, j'ai encore déménagé. D'Ibadan à Osun, puis à un autre État. J'ai loué 14 appartements différents en 1 an. J'ai loué 14 appartements différents. Et je ne gagnais aucun argent. Je vendais juste mes propriétés, mes ordinateurs, mes téléphones, mon frigo, tout ce que je pouvais. Parfois, je rentrais chez moi et je me demandais « Qu'est-ce que je vais vendre aujourd'hui ?» Puis je disais, je le prenais, je le vendais et j'utilisais l'argent pour manger. La vérité éclate, et elle est plus monstrueuse que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce n'est pas une malédiction anonyme, mais une attaque ciblée, venue de son propre sang. Le verdict est unanime et glaçant. Sa mère et son oncle seraient les commanditaires. Un jour, je dormais et j'entendais ces voix et des coups de feu. Je me suis réveillé. J'ai découvert que je devais commencer à demander aux gens. Je devais commencer à parler de ce que je traversais. Il y avait un gars qui m'aidait à jeter mes ordures. Je lui ai dit, « Regarde ce que je traverse. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il est parti et est revenu quelques jours plus tard. Il m'a dit que ce que je vivais venait du côté de ma mère. C'est du côté maternel. J'ai dit, « Maternel ? Ce que je traverse qui vient de ma mère ?» Il a dit que c'était spirituel. Ce que je traversais était très spirituel. J'ai fait comme si de rien n'était. À cette époque, je n'allais pas à l'église depuis 8 ans. Je n'allais pas à l'église, que j'étais athée. Je pensais que les pasteurs étaient des arnaqueurs. Une autre fois, j'ai rencontré un autre gars, mon coiffeur. Je lui ai dit. Il est parti et est revenu. Il m'a dit que ça venait de ma mère. Pour résumer, j'ai rencontré 6 personnes. Toutes ont dit que ça venait du côté de ma mère. Cela signifie qu'ils me font ça du côté de ma mère. Ils pratiquent la sorcellerie du côté de ma mère. Et ceux qui m'ont dit ça ne se connaissaient pas. Un jour particulier, je dormais. J'ai été réveillé par ces voix. J'ai décidé de plonger ma maison dans l'obscurité. J'ai tout couvert. C'était comme s'il me surveillait. Il pouvait me voir, car chaque fois que je voulais prendre quelque chose, il disait « Il le prend ! Tirez sur lui ! Tire sur lui !» Et j'entendais le coup de feu, très fort. Mais ces coups de feu, seul moi pouvais les entendre. Personne autour de moi ne les entendait. Même balayer ta chambre devient un acte énorme, parce que ton esprit est attaqué. Tu penses que ce n'est pas la bonne chose à faire. Une certaine nuit, je ne pouvais pas dormir. J'entendais ces voix et ces tambours locaux. J'étais dans la maison et je les ai entendus parler. Ils
continuent à parler. Des choses qui peuvent rendre fou. Je les entends et ma tête était très lourde. Je disais « Ah, Jésus !» Je tenais ma tête comme ça. Je me bouchais les oreilles. Puis j'ai entendu la voix de mon oncle, le frère aîné de ma mère. Je l'ai entendu dire « Il devrait me rendre fou rapidement !» Puis il a claqué des doigts comme ça. J'ai entendu sa voix et le claquement de ses doigts. Quand il a dit ça, tout le monde a cru que c'était lui qui faisait ça. Je suis allé voir cette femme. À cette époque, j'étais très maigre, presque squelettique. Cette femme a dit « Ah, regarde-moi, moi qui suis si charnu. Regarde-moi maintenant. Je ressemble presque à un cadavre. » Elle a appelé ma mère. Quand elle a appelé ma mère a dit de me laisser tranquille. Elle m'a traité de toutes sortes de noms. Idiot, stupide. Il a tort. Il va bientôt devenir fou. Laisse-le qu'il devienne fou. Il va bientôt devenir fou. C'était sa déclaration. Cette femme a dit, c'est ton seul fils. Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Regarde son état, mais elle a dit, non, non, non. Laisse-le faire ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Il va bientôt devenir fou. J'étais si... Elle a appelé cet homme, mon oncle occulte. Cet homme a dit « Non, 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 non. Il va terminer le travail qu'il a commencé sur moi. Il va terminer le travail qu'il a commencé sur moi. Cela signifie qu'il travaille sur moi maintenant avec la sorcellerie. » J'ai dit « D'accord, pas de problème. » Les voix étaient devenues si fortes, si dérangeantes. Après cette période, je ne pouvais plus me concentrer. Je ne pouvais même pas lire un livre. Même maintenant, je ne peux pas lire un livre. Je peux lire des livres, mais lire et comprendre est très difficile. À cause de ces voix, ma vie est totalement détruite. Un de mes oncles m'a emmené chez cet homme. Il a dit « Nous devrions aller le supplier. » Nous sommes allés chez cet homme, chez mon oncle occulte. Il a commencé à me poser des questions. Quelle drogue est-ce que je prends? Quelle drogue est-ce que je prends? J'ai dit « Drogue ?» Les voix me disaient, la voix avait changé. Ils m'ont dit quelle drogue je devais dire. Dis-lui que c'est cette drogue que tu prends. Et j'ai dit, d'accord, c'est la drogue que je prends. Il a posé d'autres questions, mais aucune ne concernait mon lieu de vie. Aucune question sur où habites-tu? Comment as-tu mangé? Où étais-tu toutes ces années? Non. Toutes les questions tournaient autour de quelle drogue prends-tu? Il essayait de me rabaisser. Il essayait de me donner une faible estime de moi. Regarde comme tu es, regarde tes sales chaussures. Alors que j'avais vendu les propriétés que j'avais acquises, bref, pour faire court, personne ne s'est inquiété de mon bien-être, de comment j'allais. J'ai commencé à vivre avec l'oncle qui m'y avait emmené. J'ai vécu avec lui pendant presque un mois. Puis il m'a mis à la porte, sans raison, dans la nuit. Je n'oublierai jamais ce dimanche. Je priais pour la première fois. Et quand je prie, je ne prie pas à voix haute, seulement dans mon esprit. Pour la première fois depuis mes nombreux déménagements, je priais. Ce jour-là, il m'a mis à la porte. Mais avant, il m'a pris de l'argent. Il m'a dit de lui donner de l'argent pour qu'il aille boire de la bière. Je lui ai donné le dernier argent qu'il me restait. 1 heure plus tard, il m'a mis à la porte, dans son village, un endroit où je ne connais personne. Je suis sorti de sa maison, je lui ai rendu sa clé. C'était même dans un bar, il était là en train de boire. Je lui ai donné la clé là-bas. Un gars m'aidait à porter mon sac. Je n'avais nulle part où rester. Le gars a proposé que je reste avec lui et sa mère. J'ai déménagé et j'ai commencé à vivre avec lui et sa mère. C'était un gars avec qui je ne parlais même pas. Je ne lui avais jamais rien fait. Quand je vivais avec cet oncle, on me disait de n'aider personne, de ne donner d'argent à personne, de ne sourire à personne. Mais ce sont eux qui m'ont chassé. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé faveur dans ce village même où ils habitaient. J'ai donc vécu avec ces gens.
La première nuit, j'ai recommencé à entendre ces voix. Quand je vivais avec cet oncle, pendant 2 mois, je n'entendais aucune voix. Je n'entendais aucune voix du tout. Mais dès que j'ai quitté sa maison, la première nuit chez ce gars, les voix sont revenues. J'ai dit au gars, « J'entends encore ces voix. » Il a dit, « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Il m'encourageait. Au moins, cet homme m'a déjà dit qu'ils sont derrière ces voix. Ils me l'ont dit. Mon oncle occulte. Une fois, nous discutions. Il m'a dit qu'il avait un cousin qui a eu un AVC. Il a dit que c'était lui qui avait causé cet AVC. J'étais sidéré. Il a dit qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas comprendre. Que lui, tel qu'il est, peut savoir si une femme est enceinte même si elle l'ignore. Après, j'ai quitté la maison de ce gars et loué mon propre appartement. J'ai recommencé à entendre les voix. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais vraiment pas dormir. Cette fois, les attaques ont changé de dimension. Une main invisible me tenait le cou, me tenait la main. Elle serrait mon cou, m'empêchait de respirer, de bouger. Je recevais des coups au visage, des gifles. Parfois, ma main bougeait toute seule. Quelque chose portait ma main. Elle bougeait sans mon contrôle. Tant de choses. L'argent disparaissait sans cesse. Même maintenant, je ne garde pas d'argent chez moi. Je ne garde pas de grosses sommes avec moi. Pour avoir osé dénoncer ses bourreaux, Junior est sévèrement puni. La sorcellerie cède la place à la violence physique et institutionnelle. Battu, emprisonné, interné de force, on tente de le faire passer pour fou pour mieux l'effacer et discréditer son témoignage. De là, on est parti. Ils ont fait une prise de sang, tout. Ils ont découvert qu'il n'y avait aucune drogue dans mon sang. Je n'avais aucune maladie, aucune drogue, rien. Pendant ce temps, le récit que ma mère et son frère diffusaient. Dans ce chaos, une lueur d'humanité persiste. Sa petite amie. Elle est le témoin direct des conséquences physiques de cette persécution. Elle voit l'homme qu'elle aime être agressé dans son sommeil, luttant contre une force invisible. Mon nom est Chrisabel Isioma Bakpa. J'ai rencontré mon ami alors que je cherchais une maison. Je l'ai rencontré par mon agent. Un jour, il m'a envoyé un message pour que je lui rende visite. J'ai dit « D'accord ». Au début, quand je suis venue ici, il était aimant, gentil. Il était tout ce que je voulais chez un homme. Mais j'ai remarqué qu'en vivant avec quelqu'un un certain temps, on voit des changements. Oui, il me donne des choses que je ne demande pas. Mais pourquoi, quand je suis avec lui, il se sent seul? Il pourrait être dans la chambre et aller au salon. J'ai eu l'impression d'être négligée. Mais je l'ai accepté, jusqu'à ce que je rentre à la maison et que parfois, quand je l'appelle, il ne répond pas. Je m'inquiète, je viens, je frappe à la porte, il ne répond pas. Je ne savais pas que c'était comme ça. Il y a eu un jour spécial où il m'a dit qu'il entendait des voix que personne d'autre n'entendait. Je pensais qu'il plaisantait. Je ne l'ai pas pris au sérieux, jusqu'au jour où je regardais la télé dans la chambre et qu'il dormait par terre. Quelque chose lui pressait la poitrine. J'avais peur. Je me concentrais sur la télé, mais je ne sais pas comment mon esprit s'est concentré sur lui. J'ai dû le réveiller. Quand je l'ai réveillé, il m'a agrippé le cou comme pour m'étrangler. Mais je n'ai pas lutté, car j'ai pensé qu'il rêvait ou faisait un cauchemar. Finalement, il s'est levé et j'ai dit « Je suis désolée, je suis désolée ». Je ne savais même pas que quelqu'un essayait de m'étrangler. Même l'exil n'a pas mis fin à son calvaire. Les voix l'ont suivi au-delà des frontières, preuve ultime de l'emprise démoniaque qui le poursuit. Mais Chibueze Junior a transformé sa douleur en art. Après un certain temps, dès que j'ai quitté le Nigeria pour venir ici, dès que je suis monté dans le bus, j'ai recommencé à entendre ces voix. J'ai recommencé à entendre ces voix. Je me suis dit, « Oh, cette fois, ça va être très différent. Ma vie va être très différente cette fois. » Et ces voix, je n'ai pas besoin de parler. Juste en pensant dans mes pensées, je peux communiquer avec elles. J'ai continué à entendre ces voix. Puis je suis arrivé dans ce pays et me suis installé. J'entends ces voix. Et écoutez, j'entends ces voix. Arrêtez ce que vous faites. Je ne peux pas dormir la nuit. Ma mère a dit, non, non, ils s'en servent pour réinitialiser mon cerveau. Que mon cerveau n'est pas encore correct,
Ils s'en servent pour réinitialiser mon cerveau, comme s'ils voulaient me rendre fou. Mais je me souviens de cette phrase qu'elle a dite. Ils s'en servent pour réinitialiser mon cerveau. D'accord, pas de problème. Ce que je devais faire, c'était quelque chose qui me mettrait en paix, pas quelque chose qui la rendrait heureuse, elle ou les voix. Car j'ai remarqué que quand les choses vont mal pour moi, ils sont très heureux. Alors j'ai dit, d'accord, je dois être très heureux. D'abord, elle doit disparaître. Quiconque est avec elle est contre moi. Je l'ai bloquée. Mais elle m'avait déjà bloqué quand je lui ai demandé d'arrêter ses voix. Elle m'avait déjà bloqué. J'ai commencé à faire des vidéos, à parler de mon problème en ligne. À un moment donné, mon histoire est devenue virale sur Instagram. Beaucoup de gens en parlaient. Elle a été postée par des blogs populaires. Ma mère a vu ces histoires devenir virales. Des gens de sa famille ont commencé à m'appeler. Certains m'ont dit des choses sur elle. Elle vit avec la peur et l'impuissance, mais aussi avec une foi inébranlable en son bon cœur. Finalement, j'ai dit que je devais vivre avec, je devais trouver une solution, car je savais que ce n'était pas ordinaire. Quand il dort, je fais attention à regarder s'il dort vraiment. Parfois, je me sens mal. Je pleure en silence. Je me sens mal. Je connais la sorcellerie personnellement dans nos familles, mais je n'avais jamais vu ce genre de choses. Parfois, je me sens mal. Je veux juste une solution. J'ai cherché partout. Mais je ne peux pas aller raconter à n'importe qui ce que je vis, car me dira de m'éloigner de lui. Ta vie est en danger, mais je m'en fiche. Je m'en fiche vraiment. Je crois que son bon cœur l'empêchera de me faire du mal. Il ne me fera rien de mal. Je sais que les cas spirituels nécessitent des mesures spirituelles. Nous devons chercher une solution auprès du Créateur du monde. Et il viendra un jour où cela s'arrêtera. Ces expériences m'ont appris que tout le monde n'est pas ton ami, que tout le monde que tu accueilles dans ta vie n'est pas bienveillant. N'importe qui peut t'attaquer de n'importe où. Le diable peut utiliser n'importe qui, ta mère, ton père, n'importe qui. Cette expérience m'a vraiment beaucoup appris. Quand j'ai quitté le Nigeria pour venir ici et que je lui ai dit que j'entendais encore ses voix, elle a dit « Ils s'en servent pour réinitialiser mon cerveau ». C'est à ce moment-là que j'ai su officiellement qu'elle était derrière tout ça. Quand j'étais au Nigeria, une de ses amies l'a appelée. Son amie a dit « Regarde, je maigris, je suis déjà squelettique ». Alors elle a dit que j'étais un bouc, un garçon stupide, fou, que la dame en question devrait attendre un peu plus, que je vais bientôt devenir fou. Elle a dit « Je vais bientôt devenir fou ». Et ils s'en servent pour réinitialiser mon cerveau. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était officiellement la grande patronne de cette sorcellerie. C'est à ce moment-là que j'ai su. Junior a surtout voulu témoigner pour montrer au monde qu'une mère peut être ce qu'on ne pourrait jamais imaginer. Aujourd'hui, dans son pays d'accueil, il a trouvé un havre de paix où reconstruire, pierre par pierre, son existence. Il vend des motos et autres appareils électroniques pour mettre quelque chose sur la table. Sa seule sœur lui rend souvent visite. Et quant à sa mère, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle, ni même la voir. Son témoignage public est un acte de guérison et de rébellion. Il ne se bat plus seulement pour sa survie, mais pour libérer sa voix et son esprit, prouvant que même face aux ténèbres les plus profondes, la lumière de la vérité mérite d'être combattue.